d'un doctorat de géographie à l'université de Paris 10, un DEA de géographie tropicale à l'université Sorbonne, assorti d'une agrégation de géographie. Il a une maîtrise en géographie et une licence en philosophie. Il est actuellement maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1 et membre de plusieurs organisations de géographie et de recherche. Et il y a d'autres compétences à son arc. Je vais le laisser aussi se présenter, mais du coup, je laisse la place au professeur Théodate. Merci de cette belle présentation. Merci à l'auditoire d'être aussi nombreux. Et surtout, merci, Maître Ben, d'accord, d'être là avec nous ce soir. On ne l'a peut-être pas assez présenté, mais Maître Ben, c'est pour nous, et pour moi en particulier, je dirais un témoin, un maître, un mentor, une étoile aussi. Je dirais, c'est la conscience intellectuelle du Bel Air qui est ici présente. Et je peux dire que mes premiers moments d'éveil de conscience intellectuelle, civique et morale, je les dois à Maître Ben. Je lui dois aussi la découverte de Roger Collat. Je lui dois la découverte de sa jolie campagne de Verrette, où il m'a donné le goût du terrain. Et Maître Ben, merci en pile de ce que là soit. Un gros bravo pour les mots. Merci aussi Raphaël Isaac pour l'invitation et surtout pour le défi qui est de parler d'Haïti au sens... non, parce que ça va créer une distance entre moi et l'auditoire. Je préfère être en direct. D'accord? J'aurais juste besoin qu'on me dise l'heure, parce que il est 43 et je peux parler jusqu'à quelle heure? Moi, je peux parler toute la nuit, hein, mais bon, faut juste m'arrêter, quoi. D'accord? Quand vous en avez assez, vous me faites... Voilà. Après ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Benoît, et d'après ce que les unes et les autres vous savez et que vous entendez généralement d'Haïti, parler des richesses d'Haïti, ça peut paraître une sorte de boutade, une mauvaise blague, comme si c'était une pirouette intellectuelle. Et en Haïti, on appelle ça un fil à langue, pour dire finalement de quoi parlons-nous exactement lorsque nous évoquons les richesses d'Haïti. Alors, c'est ici que j'ai envie de dire que c'est possible à une seule condition. À une seule condition. La première, c'est de n'être pas là. Nous sommes à Montlignon, dans un manoir, dans un cadre plutôt agréable. D'accord? Donc la distance fait que nous pouvons effectivement parler d'Haïti en faisant état de sa richesse, de sa beauté, de la nostalgie que nous éprouvons même aujourd'hui, l'envie d'y aller. Tout ça pour dire que aujourd'hui à Port-au-Prince, à Cité-Soleil ou même au Cap-Haïtien, les gens ne réfléchissent pas sur la richesse possible du pays. La plupart réfléchissent sur le moyen de foutre le camp. Comment partir d'ici, comment mettre un peu de sécurité, comment mettre un peu de beurre dans les épinards. Concrètement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est une façon de dire que nous ne sommes pas ici en train de pipoter, d'accord, mais d'essayer de prendre justement un peu de distance, de dire que nous qui ne sommes pas dedans, nous avons l'opportunité de regarder un petit peu les choses d'en haut, mais aussi une façon de vous faire une invitation à une expertise géographique, pour dire que, toute chose étant égale par ailleurs, lorsque justement, avec les outils du géographe, les outils de l'expert,
nous prenons ce pays et que nous soupesons au trébuchet, d'accord, ces différents facteurs, force est de constater que Haïti est un bon pays, mais par contre, nous ne sommes pas forcément, je dirais, je ne vais pas être méchant, mais nous ne sommes peut-être pas, je dirais, les bons pilotes pour justement prendre en charge ce pays. Pays à pas de moun, on dit parfois. Une question de ressources humaines. Il y a ailleurs dans le monde des pays avec des contraintes humaines, climatiques, culturelles, beaucoup plus éprouvantes que nous et qui s'en sortent beaucoup mieux. Donc, je partirai d'un postulat avec vous pour dire, nous partons du principe justement que toute chose étant égale par ailleurs, Haïti présente des opportunités considérables, au moins sur 3 points. Sur le plan environnemental, sur le plan culturel et social, et enfin sur le plan économique. Ce sont les 3 parties que je vais essayer de développer ici avec vous. Tout d'abord, sur le plan environnemental, Haïti est ce qu'on appelle un pays avec une nature généreuse. Bien sûr, on est frappé par la récurrence des aléas climatiques, les cyclones, les tempêtes, d'accord, qui, d'une année à l'autre, affectent ce territoire. Et on peut dire que notre vulnérabilité n'est plus à démontrer aujourd'hui. Et pourtant, on dit qu'on fait plus souvent attention aux trains qui arrivent en retard. On ne remarque pas ceux qui arrivent à l'heure. On fait plus souvent attention aux cyclones et aux mauvais temps qui frappent ce pays, mais pas assez au fait que, globalement, Haïti se trouve dans un milieu, on va dire climatiquement tropical, à saisons alternées, où il est possible de cultiver toute l'année. Il n'y a pas de désert en Haïti. Il n'y a pas d'espace dans ce territoire où il n'est possible de faire pousser ne serait-ce qu'une patate, qu'un oignon pour cultiver. Je ne sais pas s'il y a des amis africains dans la salle, mais si vous allez au Mali, au Niger, au Burkina Faso, à la limite du Sahel, l'agriculture, par moment, n'est pas possible, tout simplement. En Haïti, il est possible de cultiver partout, et cela toute l'année, à une condition, d'irriguer. Mais ce que nous savons, c'est que, au plus fort de la colonisation française, justement, à Saint-Domingue, on avait ici l'agriculture irriguée, probablement la plus savante du monde, avec la technologie de l'époque. Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas en faire autant aujourd'hui? Ce pays présente également, toujours sur le plan naturel, une diversité de terroirs. Terroir en géographie, cela définit une unité d'habitat caractérisée par une altitude, une qualité de sol, une quantité de précipitation, une fraîcheur, selon des caractéristiques qui n'appartiennent qu'à elle. Eh bien, ce pays, j'aurais dû commencer par vous dire, vous vous rappelez peut-être qu'Haïti, c'est 27 750 km². C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent mieux la géographie de la France, c'est à peu près la moitié de la Bretagne. Mais avec 12 millions d'habitants, c'est-à-dire 10 fois plus peuplé que la Bretagne. C'est ça, concrètement. Haïti est, pour ainsi dire, pays plein comme un œuf. Mais avec les 1700 km de littoral que nous avons, avec surtout 70% du territoire qui se trouve au-dessus de la limite des 500 mètres d'altitude, nous avons
un déploiement en altitude, d'accord, selon le niveau par rapport à la mer, un déploiement de milieux, une richesse de terroir qui fait qu'en Haïti, on peut, pour ainsi dire, tout produire. Des produits tropicaux, bien sûr, dans les plaines, au-dessous de la ligne de 500 mètres d'altitude, mais des fruits et légumes de pays tempérés. On peut avoir des pommes, des pêches, des poires, des oignons, des carottes, des choses qui trouvent dans le pays et au-delà, dans la Caraïbe, un marché potentiellement énorme. Et de ce point de vue, on peut dire que si le pays a développé une agriculture d'exportation de café, de cacao, de sisal, de mangue, aujourd'hui d'avocats, qui ont assuré des revenus substantiels aux paysans, on peut dire que au moment, on parlait tout à l'heure avec le professeur Benoît, au moment de son accession à l'indépendance, Haïti a connu une révolution anticoloniale, anti-esclavagiste, mais notre révolution n'a pas été une révolution sociale. Elle a même été réactionnaire. Elle a reconduit l'exploitation des masses populaires, des masses paysannes par une minorité de maîtres qui n'étaient plus blancs, mais qui étaient tout aussi pingres, âpres au gain que les anciens maîtres. Donc, de ce point de vue, on peut dire que l'évolution a campé en route sur le plan social. On a reconduit l'ordre colonial avec un système d'exploitation, un régime d'invisibilité et d'exploitation des plus pauvres, des plus humbles, des plus noirs aussi. Ce qui fait qu'à certains égards, notre évolution est fausse côté depuis le début. Mais néanmoins, dans cette analyse des caractéristiques du milieu, il faut voir que dans la longue durée, le paysan haïtien a su mettre en place un système d'exploitation, un système d'aménagement que l'on appelle le LACOU haïtien, qui est un système agraire. Quand je dis système, cela veut dire que c'est à la fois un mode d'habitat, mais également un mode d'exploitation, une rationalisation dans la répartition des cultures qui permet de dire au moins deux choses. Le système du paysan haïtien, c'est un système de polyactivité fondé sur l'hétérogénéité des terroirs et la complémentarité de la production. On trouve à la fois une complémentarité, on va dire, dans le sens horizontal, avec une succession de cultures plantées, de cultures sarclées, de cultures pérennes, par exemple mango, saboka, banane, et puis pitimi, ou bien patate, etc. Mais ceci correspond aussi à un étagement au niveau racinaire, avec chacune de ces cultures qui puise à une profondeur spécifique du sol. Et c'est dans cette complémentarité que l'on appelle le compagnonnage en Haïti que le paysan a non seulement prospéré, mais a créé les conditions justement d'un vivre ensemble dont nous pouvons encore aujourd'hui souligner les vertus et les bienfaits. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'agriculture bénéficie en Haïti
de conditions excellentes qui n'ont tout simplement pas été mises à profit par une réforme agraire qui aurait pu rendre le paysan plus intéressé à produire davantage. Deuxième source de richesse,